Donc le mot science, il est terrible parce que il y a des gens qui citent Escoffier en disant qu'Escoffier a prédit que la cuisine deviendrait scientifique. C'est à la fois tautologique et faux. Euh, si on prend le mot science au terme de savoir, on parle de la science du cordonnier, la science du maître d'hôtel, mais ce n'est pas de la science de la nature, donc il ne faut pas tout confondre. Si on dit la cuisine deviendra scientifique, au sens de rigoureux, elle l'est déjà. On pèse, on mesure, etc. Alors moi, quand je dis science, pour moi, c'est des sciences de la nature. C'est mon métier, je suis physico-chimiste, et ce n'est pas de la technologie, et ce n'est pas de la technique. Donc voilà les sciences de la nature. Ce n'est pas mes définitions à moi, on est bien d'accord, c'est la Terre entière qui dit ça. Donc voilà le projet des sciences de la nature. Alors, en réalité, Galilée, qui est à peu près un des créateurs de ces sciences, nous dit deux choses. Il nous dit que les sciences de la nature tiennent à des expériences. Donc, vous voyez, je suis très content d'avoir commencé par une expérience. Et il dit que l'expérience, elle s'impose devant n'importe quel raisonnement. Et en particulier, à l'époque, c'était très courageux, parce qu'en gros, il dit que la religion, elle n'a rien à dire sur les phénomènes. Les phénomènes, si le pape nous dit que le ciel est vert, ben, le pape a tort, parce que le ciel n'est pas vert et aujourd'hui, il est bleu. Maintenant, une fois qu'on a ça, et donc aujourd'hui, c'est le même combat, c'est le combat contre la tyrannie de Diderot et d'Alembert, c'était très important. Le combat des Lumières n'est pas terminé, il commence seulement. Aujourd'hui, il faut lutter contre les idéologies qui sont terribles. Donc, l'expérience a toujours raison, et deux, et c'est ça qui fait les sciences de la nature, c'est du calcul. Le monde est écrit en langage mathématique. Si on fait seulement l'expérience, on fait un travail technique. On ne fait pas des sciences. Les sciences, c'est des équations. Et ça, ayant été rédacteur en chef de la Revue pour la science pendant 20 ans, je m'en veux parce qu'on a toujours caché l'équation, alors que la vulgarisation, elle doit au contraire la faire aimer. Et c'est évidemment beaucoup plus difficile. Mais si on n'est pas dans l'équation, en quelque sorte, ou dans la validation quantitative, à ce moment-là, on peut avoir n'importe quel récit. Et vous voyez, par exemple, je prends l'exemple du soufflet. Quand j'ai commencé avec le soufflet, on vous disait les soufflets gonflent parce que les bulles d'air se dilatent à la chaleur. Ben moi, j'ai fait des soufflets sans bulles d'air. Donc, ça prouve bien que cette théorie était fausse. Et toutes les théories scientifiques sont fausses, en quelque sorte. Alors, donc, en sciences de la nature, on a deux pieds, l'expérience et le calcul, les équations. Bacon, qui a également contribué à la construction des sciences modernes, nous dit qu'il faut tout mesurer. Et voilà, moi, ce que je propose dans le monde entier à donner aux étudiants et aux jeunes. La méthode des sciences de la nature, c'est quoi? C'est numéro un, on identifie un phénomène. Ça peut être le soufflet qui gonfle, ça peut être le steak qui brunit, ça peut être le machin que je vous ai montré avec le souffle. Numéro 2, on mesure tout. Donc, on a plein de nombres. Numéro 3, les nombres, on les réunit en équations. Alors, dans le temps, on appelait ça des lois, mais c'est un terme mal choisi parce qu'une loi, c'est quelque chose d'arbitraire, alors que ces équations s'imposent par les nombres. Numéro 4, on groupe les équations en théories. Et ces théories, la science, elle sait bien que ces théories sont toutes fausses, au sens de insuffisantes. Donc, on ne peut pas démontrer scientifiquement une théorie, on ne peut que la réfuter. Donc, numéro 5, on cherche la conséquence testable expérimentalement d'une théorie, la théorie qu'on a produite nous-mêmes, on sait qu'elle est fausse. Et numéro 6, on fait l'expérience pour essayer de montrer que notre théorie est fausse et l'améliorer. Et vous voyez, c'est quand même un changement très considérable par rapport à l'idée ambiante. On n'est pas là, on est là pour produire des théories fausses qu'on va améliorer. C'est autre chose que ce qui se dit dans les télés et les radios, et je pense que c'est un message très important. Et c'est un message très positif pour les jeunes, parce que ça veut dire qu'il y a évidemment de la possibilité à contribuer à l'avancement des sciences, puisqu'on produit des théories fausses. Voilà un exemple. On vous parle de marinade des viandes. Donc un jour, il y a très très longtemps, j'ai mis un cube de viande dans de l'eau et de la fluorescéine. La fluorescéine, c'est un composé qui est fluorescent. Donc on met de la lumière ultraviolette, on prend une photo et vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose à l'intérieur.
Bon, donc, c'était contaminé par le couteau. Donc, on a fait la manip mieux et qu'on a pris une viande bien contrôlée, qu'on a cuit pendant 2 heures dans de l'eau et de la fluorescéine, et voilà la coupe. Donc, la fluorescéine, elle apparaît en vert. Bon, vous voyez qu'à l'intérieur de la viande, il y a 0. Donc, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de mettre du goût à l'extérieur dans le bouillon si ça ne rentre pas? Alors, dans la partie supérieure, on voit que ça rentre un tout petit peu par capillarité. Et dans la partie inférieure, l'espèce de gros truc vert, c'est ce qu'on appelle le tissu collagénique. En fait, les gens disent les nerfs, mais ce n'est pas des nerfs, c'est du tissu collagénique. Et donc, le collagène se gonfle dans l'eau, fait de la gélatine, comme une gelée de gélatine, et à ce moment-là, la fluorescéine peut diffuser. Ce qui veut dire que le goût qui est dans le bouillon peut diffuser comme la fluorescéine, mais il ne va pas à cœur. Donc finalement, la marinade sert à peu près à rien pour certaines viandes. Dans l'estragon, il y a un composé qui s'appelle l'estragol, que j'ai dessiné à gauche. Je ne détaille pas. Ce composé est tératogène et cancérogène. Tératogène, ça veut dire que les enfants qui naissent d'une mère qui a mangé de l'estragol vont avoir 5 bras. Cancérogène, ça veut dire que ça donne un cancer. Est-ce que l'estragol de l'estragon va migrer dans le poulet à l'estragon? Voilà une question qui n'est pas anodine. Alors, un autre exemple. Vous faites du café. Vous avez donc la poudre, c'est les petits carrés rouges, qui va dans l'eau. Vous voyez qu'il y a un échange entre l'eau et les grains de café. Mais comme il y avait un échange entre l'estragon et la sauce, et comme il y avait un échange entre la marinade et la viande, et comme il y avait un échange entre le bouillon et la viande. Donc, vous voyez que tout ça se ressemble un peu. Alors, au labo, par exemple, on a eu une thèse sur le bouillon de carottes. On met des carottes dans l'eau, on chauffe et on a étudié alors, la couleur, la saveur. Sauce à l'oignon, c'est la même question, parce qu'il y a des morceaux d'oignon dans la sauce, et la sauce, c'est essentiellement de l'eau. Et la question, c'est toujours qu'est-ce qui se passe, comment, et voilà, et on en fait de la science. Alors, on ne fait pas dans des casseroles, bien évidemment. Hein. À gauche, vous avez des systèmes qu'on appelle à reflux, donc les vapeurs vont monter, être refroidies et redescendre. Et on analyse les bouillons avec l'appareil de droite qui s'appelle la résonance magnétique nucléaire. C'est une méthode extraordinaire et qui permet de dire on va doser les sucres, les acides aminés. Et le but, ce n'est pas de faire la cuisine. Hein. Le but, c'est de comprendre. Ma question, c'est qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui s'échange et comment. Hein. Et on produit des théories fausses. Et donc, voilà des équations. Voilà le type de choses. C'est mon quotidien. C'est de résoudre des équations. En gros, les étudiants qui sont en stage au labo, ils apprennent à faire des expériences. Enfin, je leur apprends à faire des expériences. Ils produisent des données. Et pour les équations, en général, c'est moi qui le fais. Et on produit donc ce qu'on appelle des modèles ou des théories qu'on sait fausses et qu'on cherche à améliorer. Alors, je crois avoir fini par comprendre. Alors sur les poissons ou sur les poulets qui ne contiennent pas beaucoup de tissu collagénique, là, elles peuvent être efficaces. Bon. Mais pour du bœuf, par exemple, ou du porc, ça sert à peu près à rien. Sauf que quand vous mettez une viande dans une marinade, les marinades, ça contient souvent un acide. Vous voyez, par exemple, typiquement, une marinade, enfin, moi, quand j'étais étudiant, je faisais ce qu'on appelle du porc à la sauvage, parce que je n'avais pas un sou, donc j'achetais un rôti de porc, et puis je mettais dans du vin avec du vinaigre et de l'huile, plus des aromates. Hein. Le vinaigre, il fait que le milieu est acide, donc il est protégé contre la décomposition microbienne. L'huile, elle évite les échanges, mais quand vous savez que la viande, quand on abat un animal, d'abord il est tendre et ensuite il se rigidifie, ce qu'on appelle la rigidité cadavérique. Un bon boucher, il sait bien qu'on ne vend pas une viande qui est trop dure. Et pour ça, il faut la faire rassir, on dit, hein, maturer. Et donc, il faut contrôler l'humidité, etc., pour faire maturer la viande, pour qu'elle se détende et qu'elle soit tendre. Si vous mettez dans une marinade, vous protégez la viande de la décomposition et vous lui permettez de s'attendrir. Voilà une des hypothèses de l'utilité de la marinade. Hein.